dans la vie, c'est la même chose. Gère tes problèmes tout de suite et ne te pourris pas la vie avec des emmerdes ou des tracas. Parce qu'un problème, c'est un cancer. Un tracas, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et tu dois plus accepter les choses qui te tracassent inutilement, en fait. Souvent, le problème qui te pourrit la vie aujourd'hui, dans 3 mois, tu n'y penseras plus. Un matin, on s'est réveillé et bim, 40 piges. Comment ça va les Quadras ? Bienvenue dans votre univers, bienvenue dans Quadras. Ensemble, on va parler des joies et des galères de la quarantaine. Vous savez, cette période où vous vous rendez compte que ce qui prend plus de poids que vous, ce sont vos responsabilités. Quadras est diffusé sur les plateformes audio comme Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Mais aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, quadras.podcast. Donc faites une pause dans le Quadra Univers, lâchez les biberons, lâchez les applis de rencontre et bienvenue dans Quadras. Comment ça va les Quadras ? Alors aujourd'hui, je reçois encore un chef de cuisine. Vous allez me dire, non, Quadras n'est pas devenu une émission culinaire, mais celui-ci m'a contacté et j'ai adoré découvrir son parcours. Il a un parcours très particulier. Il est chef pour des personnalités. Il est aussi le plus jeune chef de France. Enfin, il a été le plus jeune chef de France. Il a été candidat Top Chef. Mais c'est surtout un homme avec un parcours plein de courage. Il vient de sortir un livre très personnel, du potager familial aux tables d'exception, dans lequel il se livre vraiment. Valentin Nérodo, bonjour, comment ça va ? Bonjour Camille, merci. Je suis ravi d'être là, dans Quadras. Eh ben, merci à toi. Je précise que tu m'as contacté en me disant que tu aimais beaucoup Quadras. Ça m'a beaucoup ému et du coup, je suis allé faire le curieux. Et je suis ravi vraiment de te recevoir dans Quadras aujourd'hui. Même moi aussi Camille, c'était important pour moi d'échanger car je trouve que à 41 ans... Voilà, tu l'as dit, ça y est, la bombe est lâchée. Voilà, à 41 ans, c'est vrai que j'ai écouté tes podcasts. Et c'est ce que je viens de te dire tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose... Ça fait du bien, en fait. Ouais, parce que tu m'as dit que tu les écoutais en faisant du sport. Ouais, ça fait beaucoup de bien. Mais il y a de plus en plus de gens, j'ai l'impression, qui, comme on disait, écoutent moins de musique, se mettent plutôt plus au podcast. Moi, je sais, en voiture, parce que le sport, comme tu vois, c'est pas trop mon pote. Bientôt. Voilà. Après cette émission, je m'y mets. Mais même en voiture, j'écoute plus de musique. J'écoute des podcasts tout le temps. Tu vois. Ça fait du bien, je trouve. Et c'est utile. Eh ben, écoute, je suis ravi que ce soit utile. Avant qu'on rentre dans ton parcours, etc., qu'on comprenne tout ça, on comprendra qu'il y a eu des épreuves que tu as traversées. Et malgré ces épreuves, Valentin, comment on fait pour être une machine de guerre à 41 ans ? Je pense que je suis quelqu'un de très discipliné depuis tout petit. J'ai commencé l'apprentissage, c'était 15 ans. On a pu faire ma maman a pu faire une dérogation, j'avais 13 ans et demi en fait. Ah ouais ? Ouais, auprès de la préfecture, c'est la chambre de commerce et d'industrie. Donc j'ai commencé un CFA très tôt, avec un stage, et il y avait une forme de maturité déjà. J'ai eu un portable à 20 ans, donc en fait, chez nous, je suis l'aîné d'une famille nombreuse, donc le travail et des mamans, et on avait plus de responsabilités, je trouve. Mais c'était pas trop dur à 13 ans, parce que moi j'ai connu un peu l'apprentissage en école hôtelière quand j'en avais 16. J'ai fait 3 mois, je me suis fait virer après à Médéric. Je faisais donc première année de BEP, tu fais ça les cuisines. Ouais. Mais déjà, il y a un truc très dur à 16 ans, mais à 13 ans, ça devait être... Totalement, mais c'est vrai que j'ai toujours été un garçon, j'étais un ovni. Ouais. J'étais un ovni, j'ai jamais eu de copains, j'ai toujours été un peu décalé. J'apprenais très vite, j'étais soif d'apprendre, j'adorais lire, j'adorais l'histoire, passionné de cuisine, passionné de pâtisserie. Et puis je voulais... À 14 ans, 15 ans, je savais que j'allais être patron. Ah oui. C'est étrange. Hein. Mais non, mais c'est bien. Je ne savais pas ce que ça représentait, mais j'avais envie de ça. J'avais cette étoffe-là, en fait. Et je me suis donné les moyens de faire ça. Donc j'ai travaillé, j'ai fait des stages, j'ai fait un apprentissage dans des belles maisons du Sud-Ouest. Et comment tu les regardes, justement, les mômes aujourd'hui, qu'on stage-là, qui... Je trouve non plus vraiment ces envies. Enfin, pour eux, patron, c'est même pas un mot qui existe, quoi. Je voudrais pas faire une généralité, hein, bien de là, mais ça avait pas... Il n'y a pas la même... envie. Ouais. En fait, on travaillait pour ça, on travaillait aussi pour un CV, on travaillait pour un patron. Et coûte que coûte, il fallait tenir 1 ou 2 ans pour avoir l'obtention du diplôme, et puis pour que votre patron puisse vous recommander à une autre grande maison. En fait, on cherche pas du travail, on vous recommande toujours. C'était facile.
Et c'est plus la même envie, c'est plus personnel. Oh, c'est un métier manuel, il faut du temps. Et un CAP, c'était 2 ans, aujourd'hui c'est 1 an, je comprends pas. Ah bon? Ouais, c'était 2 ans. Un CAP, c'est 2 ans. Bah, ça me semble un normal. BEP, c'est 1 an. Mais c'est un métier manuel, il y a tellement de connaissances. Et puis, Évidemment. vous savez que la cuisine, quand même, Camille, c'est toutes les cuissons, c'est tous les fruits, tous les légumes, les desserts, le poisson, les sauces, les fumées, les découpages, les viandes, les boissons, c'est considérable. Les données, les connaissances sont énormes. Ouais. Il y a plus de 7200 bases de sauces, de garnitures. C'est des connaissances énormes. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est un peu limite. C'est pour ça qu'on dit que c'est important d'avoir un bon saucier dans un resto. Exactement, c'est le poste le plus important. Mais ouais, c'est... En fait, en connaissance. Ouais. Mais c'est vrai que ça change tout. Un mauvais saucier dans un resto, tu le sais. Oui. Tu le sais très vite. Non, mais tu vas avoir le plus beau produit si la sauce, elle ne va pas. Totalement vrai, exactement. Ouais. Je me rappelle d'un mec, le cuisinier de mon pote Ben, il avait le mec était bon cuisinier, mais surtout il faisait des sauces. C'est à mourir, hein. Mais c'est une connaissance, c'est la vraie connaissance de la cuisine française qui a toutes ces complexités-là. Et sans connaissance, sans apprentissage, même on peut être de la meilleure volonté possible. Oui. Il faut apprendre, il faut du temps. Oui, le talent c'est bien, mais le travail c'est mieux, quoi. Exactement. Justement, ton livre s'appelle Du potager familial aux tables d'exception. Pourquoi ce titre fait écho au jardin de ton grand-père? Parce que, tu vois là, on se parle, et j'ai un flashback dans mon esprit avec mon grand-père où on plantait des légumes, on faisait des semis en dessert, on les plantait. Parce que ça me parle véritablement. Parce que j'ai toujours, aujourd'hui, à date, quand je travaille pour une personnalité, pour un chef d'État, pour un grand client ou une maison de luxe, je repense quand je suis au potager de mon grand-père. Je repense à tout ce chemin parcouru, qui a été long, qui a été de souffrance, qui a été des ups, des downs. Mais c'est les valeurs premières que j'ai eues avec mon grand-père. Mais c'est ça qui est fou, parce que quand on connaît un peu ton parcours, donc on va en parler, mais j'ai lu une anecdote où tu fais un truc chez Lenny Kravitz, c'est Beyoncé des boules dans la cuisine pour demander du risotto pieds nus. Mais tu te dis, t'as vécu ça, et en même temps, t'es capable de te rappeler ces bases-là. Parce qu'on a tendance à se dire, quand on côtoie ces choses-là, on oublie. Oui, mais en fait, je sais d'où je viens, en fait, vraiment. Donc, on a les yeux qui brillent, on est heureux, on prend du plaisir. Je suis blasé de rien du tout. Ouais. Je m'émerveille pour tout. Mais rien ne me fait... j'ai les pieds sur terre, en fait, tout simplement. Bah, la terre, de toute façon, j'ai l'impression que c'est important. C'est les valeurs premières, en fait. Ouais. C'est l'éducation, les choses importantes dans la vie, en fait. Cette passion pour la cuisine, elle est née dans ce potager. Exactement. Ce qui était fantastique, c'est pour ça que j'ai aimé la cuisine, c'était de faire des semis, de les planter. Alors, on expliquera ce que c'est que les semis. Non, mais faire des semis dans des serres. Ouais. On fait des plants. Ces plants, on les met en terre. Et 2, 3, 4 mois après, on a des légumes. Et c'est cette transformation. Et le matin, à la fraîche, on allait avec ma grand-mère ramasser des asperges, ramasser des légumes. Et on les cuisinait. Ouais. Et on les cuisinait de 7h30, 8h pour faire des poules au pot, des pot-au-feu, des jolis plats. Jusqu'à 11h30, parce qu'on mangeait à 11h30. Ah, ça déconne pas chez Nérodo. Hein. Ouais, c'était une grand-mère. Vous savez, une grand-mère, j'ai vécu, c'était un moulin à eau, avec 3 hectares de parc et de jardin, le rêve des gosses, quoi. Il y avait 2 jardiniers, c'était fantastique. Ouais. Et en fait, c'est cette transformation de la graine à prendre le plaisir de voir les plants pousser, de les ramasser avec ma grand-mère. J'ai reçu une éducation où ce que la terre te donne, on ne doit pas le gaspiller. Ouais. On doit faire attention. Moi, j'ai toujours une image, même avec de mon grand-père, où il donnait le pain frais à ses enfants, mais il ne voulait pas qu'on jette le pain. Ouais, et il mangeait le pain dur. Très bien. Et il mangeait le pain dur. Il mangeait le pain dur. Et je trouvais ça... c'est ça qui est important, je trouve. Ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai un pote, François, que j'embrasse, qui était un mec très spirituel que j'ai reçu dans mon ancien podcast. Et à une époque, j'ai eu un petit jardin là où j'habite. Pas un grand truc. Hein. Ouais. Mais je me suis dit, tiens, je vais me mettre à essayer de faire pousser un peu 2-3 trucs. Et ça marchait. Hein. Je me faisais pousser quelques tomates, des concombres. Et je lui disais, c'est fou comme quand je jardine, ça me détend. C'est la psychanalyse. Ah, mais il m'avait dit... Ça fait un bien fou. Mais c'est fou. Et il m'avait dit parce que... Alors, à la François, donc de manière très spirituelle, il m'avait dit, mais parce qu'en fait, tu te rends pas compte que tu recrées quelque chose. Mais en fait, c'est du vivant. Ouais. C'est magique. Moi, ça me fait un bien. Moi, j'ai 40 mètres carrés de terrasse. C'est pas des fruits et des légumes, mais ça me fait un bien fou. Ouais. C'est ma psychanalyse des tomates cerises. Du matin et du soir chez moi. Quand est-ce que tu as su que la cuisine, c'était pas juste un métier? En fait, j'ai su très tôt le bonheur de quand on met de l'émotion, quand on a envie de faire plaisir. En fait, la cuisine, c'est envie de faire plaisir. Ouais. C'est du partage.
et la sincérité, l'authenticité. Les gens qui n'aiment pas cuisiner, ça se voit. Comme ça dit Norbert, tu passes quand même toute ta journée à faire plaisir aux autres. Les gens qui n'aiment pas cuisiner, c'est qu'ils n'aiment pas partager souvent. C'est chacun ses envies. Je savais que j'avais pas un talent, mais quelque chose qui pouvait faire plaisir. Et je vois l'émotion que ça peut donner. Quand tu aimes ce que tu fais de base, mais c'est vrai que quand tu sais tout de suite... Moi, aujourd'hui, quand je fais mes dîners privés, il ne faut pas être excellent. Il faut être encore bien au-dessus de là. Parce que quand on travaille, c'est un microcosme, et quand on travaille pour des personnalités, il faut être exceptionnel. Et c'est donner les mots juste un regard avec le client ou les maisons pour qui je travaille, et je sais que le pari est gagné. Avant donc d'avoir été chef privé, tu as été plus jeune chef de France. Ouais. Aujourd'hui, à 41 ans, quand tu regardes ça... J'ai l'impression d'avoir fait 10 vies. Mais non, mais parce que c'est énorme de se dire, attends, le mec a été plus jeune chef de France. Parce qu'on se dit, un chef, c'est un mec qui commence à être chef à la quarantaine, pas avant. Ouais, bien sûr. J'avais 19 ans. Ouais, c'est fou. 19 ans et demi, le 9 juin, je joue mon premier restaurant qui s'appelait le Valentin, un restaurant gastronomique dans le quartier historique de Toulouse. C'était fou. Ouais. C'était fou. Bah, j'imagine, t'imagines. C'était fou. 19 ans. Et surtout, c'est de l'inconscience. Surtout que j'ai économisé mes salaires d'apprenti, j'avais 18 000 €. Mais j'ai économisé. Garçon de café. Ouais. J'ai travaillé comme un fou. Ouais. J'avais 18 000 balles et il a fallu lever 120 000 € à 19 ans. 120 000 €, je me suis pris des claques. Mais les autres, ils te regardaient comment ? Un ovni. En fait, personne ne me croyait. Ah ouais. Personne ne me croyait. J'ai jamais été encouragé, ma maman bien sûr, mais mes proches m'ont jamais encouragé en fait. Ils m'ont jamais pris au sérieux. Et j'ai été financé. Ah oui, et la première année, j'avais 270 000 de prévisionnel à faire. J'ai fait plus du double en 11 mois. Ouais. Donc j'ai ouvert mon deuxième. Bon bah perdez pas espoir les jeunes. En fait, il faut croire en soi, coûte que coûte, corriger, s'arranger, peaufiner, mais il faut croire en soi, il faut pas lâcher son cap. Mais pourquoi quitter les restaurants pour se diriger vers le côté chef privé ? Parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, parce que la vie est faite de rencontres, et en sortant de Top Chef, c'était les grandes années. Après, tout à l'heure. Ouais, on va en reparler, mais c'était les grandes années. En fait, vous marquez les esprits avec votre cuisine. Vous créez quelque chose. J'ai rencontré le PDG d'Omega. Le PDG d'Omega qui m'a fait travailler pour faire les 45 ans d'Apollo 13, où je suis allé rester longtemps aux États-Unis. J'ai rencontré Georges Clooney. De Georges Clooney, quand vous travaillez, j'ai travaillé plus d'1 an pour lui. Vous faites de rencontres. J'ai rencontré des grands banquiers de Wall Street. Et de plus en plus, les projets sont exceptionnels avec des budgets. Ouais. Et on vous donne carte blanche. Et ça, c'est exceptionnel. Et vous créez un réseau comme ça. Ouais. Et j'ai créé ce réseau, j'ai pris soin. J'ai pris conscience très tôt que le réseau était très important. Et j'ai soigné mon réseau comme ça. Et tu travailles pareil avec une brigade ou ça se passe comment ? Genre, pas tout seul on t'a pas foutu tout seul dans une cuisine, tiens, vas-y, cuisine. Salut Georges Clooney. Non, je travaille avec une grosse équipe, voilà, qui sont tous en freelance. Et comme ça, c'est un business plan qui est canon. Et sur chaque opération, je travaille pour des maisons de luxe à Vendôme ou à Montaigne, où on travaille sur demande et beaucoup de last minute, parce que souvent les grands clients, on le sait que quelques jours avant. En fait, tout simplement. Ah ouais, donc tu as appelé juste avant. Il y a une Kardashian qui est à Paris, 48 heures avant, je le sais, et on s'en occupe. Donc tu as cuisiné pour les Kardashian. Entre autres. Il y a une anecdote, ou plusieurs, un peu sympa. Ouais. Bon, pas des trucs qu'on ne doit pas savoir, mais... Non, les plus fortes. La première fois, je travaille pour le Prince Albert. Je suis son chef à Paris, où il vient dans les coulisses en cuisine et il me dit, c'est la première fois avec l'ambassadrice, c'est la première fois que je vais en cuisine en 15 ans. Ah ouais. Et ça me touche. Tu m'étonnes. Ça me touche parce que j'ai appris tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il aimait pas, tout ce qui était en lien avec sa mère, parce qu'il aime la cuisine américaine. Et ça m'a touché. Comme quoi, quand on fait des efforts, quand on réfléchit bien, on peut toucher vraiment les gens. Je travaille pour Lenny Kravitz. Et puis il y avait tout Hollywood. Tout Hollywood, c'était l'année dernière. Il y avait Matt Damon, il y avait Leonardo DiCaprio. C'était impressionnant quand même. Et puis pour des raisons de sécurité, en fait, je ne préviens pas le staff. Quand on va dans des endroits, on ne doit pas pouvoir donner pour qui on travaille. Les téléphones sont confisqués. C'est vraiment... Ah oui, c'est quasi judiciaire. C'est vraiment...
C'est normal. Oui, non, mais je comprends, mais c'est vrai que ça paraît énorme, quoi. C'est énorme, ouais, c'est énorme. Puis on doit donner les cartes d'identité 3 mois avant, il y a des recherches et tout, c'est assez... Ok. Et puis on fait un menu fantastique pour Lenny Kravitz, c'était la Fashion Week, la haute couture. Et là, Beyoncé descend, c'était une cuisine qui est mise sous sol, avec une parure, une robe de soirée incroyable. Et puis elle descend avec son assiette déjà qu'elle avait mangée et on lui resserre de risotto. Et je vois mes employés, mes cuisiniers qui étaient en décomposition, qui étaient choqués en fait. Il y a eu un bug en fait. Elle est venue au self-service. Bonjour, je vais reprendre des frites. C'est ça qui est fantastique. Mais oui. En fait, t'as l'impression que la cuisine, ça rend les gens normaux. Ça rend les gens normaux, ça rapproche en fait. Ouais. Ça rapproche. Et pour moi, le luxe aujourd'hui, c'est l'authenticité. Je pense que le Covid a accéléré ça. On a tout vu, tout fait. Faut être vrai. Et la cuisine doit être franche, en fait. Et tout cet esbrouf des chefs des années 90-2000, c'est fini, quoi. Aujourd'hui, on n'a plus envie de ça. Ouais. On n'a plus envie de ça. C'est quoi ta plus grande fierté en cuisine ? La plus grande fierté... En cuisine. En cuisine. Moi, ma plus grande fierté, c'est... Il y a une phrase de Oscar Wilde que j'aime beaucoup, c'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin parcouru. Et c'est de voir tout ce que j'ai pu faire pour avoir peut-être, attention entre guillemets, pouvoir de pouvoir faire plaisir à des gens, à réussir des paris. Parce que des fois c'est compliqué. T'aimes ça le défi, j'ai l'impression. J'adore le défi. Ouais. Moi, plus c'est compliqué, plus j'accepte en fait. C'est de faire des dîners incroyables. Une grande famille américaine, disons, je voulais absolument un château dans le Limousin. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Il a fallu faire un événement incroyable. Il a fallu venir des couples électrogènes, faire venir de l'eau. C'est dingue. Ouais. Et faire un menu gastronomique. Ouais. C'est fou. Non, mais c'est complètement... Plus c'est fou et c'est trippant. Tu as raconté dans une interview que tu as eu une enfance marquée par une relation complexe avec ton père. Tu parles de ces démons. Comment est-ce que cette figure-là, ton père, a influencé ta vision de la vie et s'il y a un lien avec ton métier, justement ? Je pense que c'est intéressant. Avec le recul aujourd'hui, à 40 ans, j'avais besoin d'un papa, comme la plupart des garçons, qui était fier de moi. Et j'ai travaillé coûte que coûte, avec une énergie, une folie, une dinguerie. Et heureusement, j'ai eu un grand-père qui était fier de moi, qui était un patriarche, qui était très dur, mais qui m'appelait fiston. Et heureusement, j'ai eu cette figure paternelle. Mais j'ai toujours souffert de ça. J'ai eu un père alcoolique qui nous a fait vivre des misères avec maman et notre famille. Et c'est vrai que la cuisine m'a structuré. Et la cuisine m'a beaucoup aidé à avancer. C'était une passion, mais ça m'a beaucoup structuré. Ouais. Et ça m'a donné, cette souffrance-là m'a donné une j'ai transformé ça en énergie et en soif de réussite et d'ambition. Je trouve ça bien parce qu'il y en a chez qui, malheureusement, ce genre de choses devient une faiblesse aussi. Ouais. Tu vois ? On va parler de mon cas personnel, mais j'ai connu la même chose que toi. Et moi, j'ai eu tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire que j'ai eu tendance à tomber dans la bouteille comme lui. Tu vois ? Ouais. Donc, c'est là où je trouve ça très fort. En tout cas, c'est très difficile à vivre. Et il faut prendre ça avec philosophie. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et je transforme ça en force. Mais c'est du travail sur soi. Ouais. Beaucoup. Tu lui en veux encore aujourd'hui ? Non, je suis apaisé. Je suis très apaisé. Je le remercie de m'avoir fait souffrir comme ça. Ouais. Parce que j'en serais pas là aujourd'hui. Comme quoi. Qu'au point, il faut lâcher prise. Ouais. Mais c'est à 40 ans que c'est léger et que c'est un bonheur. De toute façon, on sait, on en parlait tout à l'heure. Mais entre 20 et 30 ans, ça a été une croisade. Ouais. Ça a été une croisade. Ouais. Il y a un moment dans ta vie où je pense que tu te rends compte que dans ton parcours, il y a des gens qui sont des leçons et il y a des gens qui sont des bénédictions. Ouais. Voilà. Mais donc, dans tous les cas, tu as quelque chose à prendre. Exactement. Tu as fait ton coming out nationalement dans Top Chef. T'en as parlé, pas de problème avec ça. Pourquoi avoir choisi ce moment si médiatisé et comment est-ce que tu as vécu les réactions ? Parce que j'ai lu qu'il y avait des fournisseurs qui te tournaient le dos. Enfin, ça a été une croisade, ça aussi. Hein. À une époque, j'étais pas conseiller au niveau de la com. Je pensais que c'était, et je pense que c'était le bon moment de le dire. Mais je n'avais pas compris la répercussion que ça pouvait faire. C'est quand même une couverture de têtu. Bah oui, c'est ça. C'était fou. J'en ai même fait 2. T'as pas juste envoyé de SMS, quoi. Non, je l'ai fait bien, quoi. Tu vois, Camille. Non, je l'ai bien fait. C'était il y a 15 ans en arrière. Ah oui. Et il y a 15 ans,
cette homophobie, c'était un autre monde. Hein. Aujourd'hui, ça a évolué, mais pas dans la gastronomie. Moi, regarde, j'ai 41 ans, j'ai commencé très tôt. Je n'ai jamais rencontré un chef homosexuel qui se dit homosexuel. Tu te cachais en cuisine. Totalement. Mais totalement. Totalement. Il n'y avait pas de sujet, en fait. Personne ne m'en a parlé. Hein. Oui, donc si ça se trouve, il y en avait, mais personne ne le disait. En fait. Même à date, je ne connais pas de chef gay. Tu vois ? Parce qu'on ne se le dit pas. Parce que c'est un milieu très fermé, la gastronomie. Donc, je sais que j'ai reçu des milliers de lettres, des milliers de messages. J'ai mis plus d'1 an à pouvoir tout lire. Mais je sais que ça a aidé beaucoup de monde. Et il faut avancer. C'était un vrai message. Et il fallait avancer. Il faut avancer. Et si ça a pu aider des jeunes, si ça a pu aider des gens, j'en suis très fier aujourd'hui. Il y a des gens qui t'ont tourné le dos, vraiment ? La famille. Ah ouais. Pas ma maman. Hein. Non, bah ça, on voit comment tu l'aimes, ta maman. Ah oui. Non, c'est une partie de ma famille. Quand tu as du succès, les gens reviennent. Ouais, c'est fou, ça. Ça, c'est drôle. Hein. C'est fou. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est collecte. Mais oui, je vois très bien. Ouais. Et puis des fournisseurs, et puis des grands clients. Mais ça doit presque être sympa de les regarder quand ils reviennent. C'est dur à vivre. Et de dire, c'est vrai, dur à vivre. Ah ouais. Aujourd'hui, ça m'amuse. Ouais, c'est ça. Il y a presque un côté un peu revanche, quoi. Ouais, revanche, oui. Pas vengeance, hein, attention. Pas vengeance, revanche, oui. Ouais, ça me fait sourire. Ouais, c'est fou quand même. Ça me fait sourire. Et dans le boulot aussi, j'imagine que... Parce que c'est vrai que la cuisine, c'est très, très dur. C'est très dur. C'est que c'est un milieu très militaire, et même gay militaire, c'est facile aujourd'hui. Mais en cuisine, c'est compliqué. Ouais, c'est resté encore très, très à l'ancienne. Ça, là-dessus, on est d'accord. Et donc, il y a eu ce coming out, ces couvertures de têtu, donc déjà un passage à traverser. T'avais quel âge à ce moment-là ? Donc, c'est mon Top Chef 26, 27. 26, et 2 ans après, à peu près. J'ai fait une rupture d'anévrisme. Ouais. Donc là, tu commences à les enchaîner, là. Est-ce que tu en connais les raisons ? Oui, stress, surménage, anxiété. J'en étais sûr. Voilà, tu vois. En fait, je lâche pas coûte que coûte. Moi, j'aime les choses fortes. J'aime des moments forts. J'aime pas. Moi, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ouais. Tout à fond ou rien du tout. Fais pas la demi-mesure. Ouais, j'aime pas les choses fades, j'aime pas les choses chiantes, j'aime les choses intenses, quoi. Et c'est vrai que mon travail est intense. Mais tu sais, un chef d'entreprise, c'est la compta, c'est la créativité, c'est des fournisseurs, c'est être là, c'est un produit marketing, il faut négocier, il faut se vendre. T'es pas juste derrière les casseroles, quoi. C'est un métier, il y a pas de vie intime. Les week-ends, il n'y en a pas. T'es crevé quand tu reviens. Enfin, c'est une vie très, très, très difficile. Mais j'ai poussé le bouchon quand même un peu loin quand même. Et c'est ça, donc, c'est ce qu'ils t'ont dit, les médecins ? C'est-à-dire que j'ai poussé à bout, quoi. À bout. C'est quand il y a des pertes de poids, quand tu te négliges. Au bout d'un moment, j'ai fait quand même 3 mois de soins intensifs. Hein. Ouais. Et avant cette rupture d'anévrisme, t'avais une vie plutôt dissolue ou c'était vraiment que le travail ? Que le travail. Ouais. C'est ça qui est fou, quoi. C'est fou, ça. On te pointe du doigt parce que tu bois un coup, c'est pas que ça, quoi. En fait, il faut se reposer. On apprend ça maintenant à 40 ans. Ouais. On apprend, il faut, pour être performant, il faut arrêter, en fait. Il faut avoir des vrais week-ends. Ça fait que 1 an dans ma vie. Quand il n'y a pas d'opération le week-end, je découvre le week-end. Ça y est, t'as découvert ce que c'est écrit à faire. J'ai un psy qui m'aide à ralentir. Et c'est important. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien. Bien sûr. Il m'aide à ralentir. De prendre 5 minutes à boire un café, je le bois d'une traite. Et c'est vrai, parce qu'en 1 an, je suis beaucoup plus performant, je prends plus soin de moi. Et en fait, je suis un sprinter, mais c'est vrai qu'à long terme, on va beaucoup plus loin. Mais bon, c'est vrai qu'on a tendance à oublier que c'est important, ces moments-là. Moi, je le dis tout le temps, les gens ne savent pas s'ennuyer. Le repos commence quand on s'ennuie. Ouais. C'est important de savoir s'ennuyer et se dire « Bon, bah, je me fais chier, c'est pas grave ». Les gens qui tiennent pas en place, et je suis quelqu'un qui tient pas beaucoup en place. Alors je suis pas à ton niveau, hein, quand même. Je suis un petit. T'es moins chiant que moi. Ouais, je suis un petit niveau. T'es un peu moins chiant que moi. Mais c'est vrai que voilà, maintenant je me force à me prendre des moments où. C'est un vrai bonheur, c'est un vrai kiff. Ouais. Tu poses ton téléphone et c'est fini. Mais le problème, c'est que malgré tout ça, donc après cette rupture d'anévrisme, je pense que tu prends quand même conscience des choses. Tu reviens sur le travail au bout de combien de temps ? Chut. Vas-y, dis-le. C'est pas désagréable. Non, mais t'es revenu au bout de 6 mois, j'imagine. Non, 6 mois. Parce qu'en fait, j'ai eu un vaisseau, j'ai une veine, un vaisseau derrière l'œil gauche, en fait. Et en fait, je pouvais plus me tenir debout parce que sinon, j'avais des vomissements. Et j'arrivais plus à marcher debout, en fait. J'avais plus d'équilibre. En fait, pendant 6 mois, j'avais plus d'équilibre. Ouais. Il fallait du repos total. Et j'allais au resto.
Et fallait que je m'allonge toutes les demi-heures. C'était n'importe quoi. Voilà, même toi, tu pousses. C'est n'importe quoi. C'est à 40 ans qu'on se dit que c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça t'arrivera, je pense que tu prends 1 an avant de reprendre le boulot. Pas 6 mois. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Enfin, mais bon, malgré tout ça, il se trouve que malheureusement, la vie a décidé de s'acharner un peu. Et tu découvres que tu as un cancer de l'estomac. C'est ça. Ce qui est un peu un comble pour un cuisinier, je trouve. Ouais. Mais comment tu l'apprends? Comment tu le gères, sachant que tu as déjà traversé une première maladie? Je ne sais pas si on peut appeler ça une maladie, une rupture d'anévrisme, mais qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? À ce moment-là, on a la moitié du pied en haut d'un building et on va tomber dans le vide. À ce moment-là, on se dit que tout peut s'arrêter aujourd'hui. C'est quand on vit des moments comme ça qu'on se rend compte véritablement des choses. Il faut vivre ce moment-là. Il faut arriver à ce but, à ce sentiment difficile d'acceptation. Je me suis battu. J'ai cru en moi. J'ai beaucoup prié. J'étais très spirituel. C'est très lié corps-esprit. Je l'ai su en faisant une batterie de tests médicaux. Ça a duré 2 ans et demi. J'ai perdu un poids considérable, mais j'étais obligé de vendre toutes mes boîtes. Parce que sans votre présence dans un commerce, c'est ce qui fait la valeur d'un lieu. Bien sûr. Et j'ai cru en moi et je me suis battu et je me suis soigné. Et c'était la pire épreuve de ma vie. Pas une seule seconde, tu t'es dit je baisse les bras? Non. Toujours en fin de journée, on a envie de partir. Mais le matin, c'est reparti et on lâche pas l'affaire. Ouais. Mais ça a été très, très difficile pour moi. Aujourd'hui, tu es en rémission ou guéri? Guéri. Bon, Je me fais suivre, bien sûr. Ouais, oui, j'imagine que tu t'es testé tous les jours. Oui, mais ça a été un moment... En fait, c'est pour ça que j'ai voulu aussi témoigner dans ce livre. Déjà, la première chose, c'est prendre soin de soi. De se respecter. De se donner des limites. Et de quel est ce qui est véritablement important dans ta vie. Quand tu enlèves tout ce qui n'est pas important, de gens qui ne t'apportent pas grand-chose, qui te prennent une énergie folle, des rendez-vous inutiles, des gens il n'y a pas de win-win, il n'y a rien d'intéressant, ça fait un bien fou. Déjà, vous êtes plus léger. Et aujourd'hui, je ne fais plus rien si je n'apprécie pas les gens. Donc c'est sûr que les journées sont plus légères, il y a moins de stress, je prends plus soin de moi, je prends vraiment soin de moi, pas comme avant, et je fais que des choses importantes dans ma vie. C'est quoi prendre soin de toi? Prendre soin de soi, c'est déjà... c'est lié à mon bonheur. Prendre soin de soi, c'est pour moi dormir 7-8 heures, d'aimer son appartement, d'aimer, moi c'est mes livres, mes plantes, de faire un peu de sport, d'avoir des projets, d'être bien accompagné, et puis d'avoir une vie saine. Ouais, comme quoi, quand on est cuisinier, c'est possible en fait. C'est possible. Voilà. C'est possible. Tes proches, ils ont eu quelle place, ils ont eu quel rôle et quelle place à ce moment-là? J'ai toujours fait des concessions et j'ai toujours mis ma vie professionnelle avant tout. Donc, suite à ça, pour moi, mon premier cercle avait de l'importance. C'est maintenant le boulot passé après. Il a fallu ça pour comprendre que les moments précieux, tu sais que tu grandis quand tu vis des choses comme ça. Tu remets juste le curseur au bon endroit. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ma mère et ma famille. Qu'est-ce qu'on se dit quand on vit ça avant d'avoir 40 ans? Parce qu'en général, on n'écoute pas. On se dit ces choses-là, ça arrivera après. Mais on n'écoute pas. Ouais. T'as jamais entendu, toi, les anciens qui disent profite, tu vois, le temps passe vite. Ouais. On les écoute pas. Ça n'a pas de sens. C'est quand tu les vis que ça a du sens. Maintenant, tu t'en rends compte que ça passe vite. Exactement. Ouais, puis surtout pas le gâcher. Tu sais, dans un cuisinier, dans une journée de travail ou de production, on optimise. On fait les choses les plus compliquées tout de suite et les plus longues. Et après, au fur et à mesure, moins longues et les finitions. T'allèges la journée, quoi. Exactement. Dans la vie, c'est la même chose. Gère tes problèmes tout de suite et ne te pourris pas la vie avec des emmerdes ou des tracas. Parce qu'un problème, c'est un cancer. Un tracas, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et tu dois plus accepter les choses qui te tracassent inutilement, en fait. Souvent, le problème qui te pourrit la vie aujourd'hui, dans 3 mois, tu n'y penseras plus. On va revenir un peu sur Top Chef. Je veux savoir un peu comment ça s'est passé pour toi, cette aventure Top Chef. Parce que tu arrives donc en saison 4, donc après une grosse saison avec les fameux Norbert et Jean. Ouais.
Comment tu te retrouves dans Top Chef ? Ouais. Parce que au moment où tu fais Top Chef, tu as déjà ta carrière qui est bien commencée. Tu as déjà tes restos, machin. Comment tu te retrouves dans Top Chef ? Pourquoi tu décides et comment tu l'as vécu cette aventure ? Et ben, ce qui s'est passé, c'est que j'avais travaillé toute la nuit la veille pour faire une énorme pièce montée en macarons pour des mariés. Et j'avais dormi l'après-midi, comme tous les chefs. On fait la sieste. Oui, c'est vrai que vous êtes les rois des À siestes. 16h30, à la sortie de ma sieste, avant de reprendre le service, j'ai la prod de M6 qui me dit bonjour, est-ce que vous êtes intéressé de faire Top Chef ? Je me suis jamais inscrit à Top Chef. Ouais. Le lendemain, je fais un casting à Paris. Je prends un train couchette. Je te le déconseille. Train couchette avec des gens que tu connais pas. Je sais pas comment on fait pour dormir avec des gens que tu connais pas dans un train. 7h15, René Offray, à Paris, un lycée hôtelier. Casting, 10 heures de casting. Alors déjà, t'as pas dormi de la nuit. T'es paumé. T'arrives à Paris. Et donc, j'ai fait le casting avec Thierry Marx. D'accord. J'ai fait 3 épreuves éliminatoires. J'ai été pris. Et j'ai réussi le dernier casting. Et j'ai été pris, j'étais le 16e candidat. Il manquait un candidat. Et sur les 16, je suis le seul qui n'a pas été inscrit. Donc c'est drôle. Ouais, mais bien sûr. Il va y avoir de la réaction. Il y a des choses comme ça, des opportunités que tu peux pas... C'était important pour toi de le faire ou c'était juste presque un peu un jeu ? Non, c'était pas un jeu. Ouais. Non, c'était pas un jeu. Tu sais que c'était des vraies épreuves quand même. Moi, j'ai perdu 8 kilos. Mais on se rend pas compte. Pour la sèche, c'est pas mal. Ouais, c'est bien le stress. Et puis, c'était un show télévisé. On ne sait pas, tu sais, il y a un tournage à 7h, on te lève à 4h, t'as pas de téléphone, t'es paumé. Si je te rappelle, le catering chez M6, c'est un peu limite. Je l'ai connu. Ouais, tu sais que des voilà, bon, tout est compliqué quoi. Et puis les épreuves, elles sont violentes. C'est que tu peux être le meilleur des cuisiniers, on t'annonce une épreuve, t'as 1 heure, le temps que t'es l'idée, le temps que t'es à l'économie, il te reste 40 minutes. Ouais. Mais t'en gardes un bon souvenir. Évidemment que c'était fantastique. Évidemment, c'était fantastique. Ce que m'a appris Top Chef, va à l'essentiel dans ta vie. Voilà, ne perds pas de temps. Va à l'essentiel. Si tu as envie de dire je t'aime à quelqu'un, tu le dis. Va à l'essentiel. Tu as un beau produit, tu le cuisines bien. Va à l'essentiel, en fait. Ouais. Et ça, aujourd'hui, je m'en sers tous les jours. Mais j'ai l'impression que de toute façon, tu gardes que des bons souvenirs de tout. Toi. C'est ça qui est fou. Ouais, t'as une philosophie de vie qui est quand même... Après, je me dis, avec ce que tu as traversé, je comprends. Mais... Je me dis, tout ce que tu vis, tu dois le prendre. Ce que c'est difficile ou compliqué, j'essaye d'être un homme meilleur chaque jour. Et j'essaye... Je me dis, si tu vis un moment compliqué, si tu dois apprendre quelque chose, c'est Mandela qui dit soit je perds, soit je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est un peu, c'est fantastique ça. Ouais. Je déprime jamais. Ouais, j'ai l'impression. Je déprime jamais. Il y a des moments tristes, mais je déprime jamais. Tu traverses quoi. Ouais. Bah, aujourd'hui, je suis armé. Quand je déprime, et si je peux déprimer, je dis je suis en vie. Ouais. C'est bien. Ah, je trouve ça très bien. Ça, c'est efficace. Hein. Et c'est quoi les projets, justement ? Les projets ? Ouais. J'en ai plein. Ah oui, j'imagine. Mon rêve, je vais te dire mon rêve. Mon rêve est d'avoir un lieu, un château, un beau lieu dans la nature, avec 1 ou 2 tables, un ou 2 restaurants sur le site. Et mon plus grand rêve, c'est d'aider des gens. Mon plus grand rêve, c'est de faire de la transmission. C'est toujours du potager. Toujours lié avec un potager. Parce que le vivant, le potager, et être dans la nature, c'est pour moi un leitmotiv dingue. C'est d'aider des gens qui sont dans le besoin, qui font des reconversions, des handicapés, faire quelque chose de social et qui peut élever. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Tu te sentirais donc d'ouvrir une école un peu ouverte à tout le monde, surtout à ceux qui en ont besoin. C'est un rêve, je te l'ai dit, c'est un rêve. Ah ouais. Ouais. Je trouve d'aider des gens. Écoute, on touche du bois. Ça m'élèverait vraiment. T'as des regrets ? J'ai pas de regrets, non. J'ai pas de regrets. Non. Mais je ferais certaines choses différentes, comme toi, j'imagine. Oui, bah oui, il y a sûrement des choses que je ferais différemment. Ouais. Est-ce que t'as des fiertés, à l'inverse ? Ouais, je suis... Il faut être... Suite à tous ces soucis, je me dis, sois gentil avec toi-même. Il faut être gentil, il faut être ton meilleur ami. Tous les jours, je me dis, je suis fier de toi. Et ça aide. Ça aide parce qu'on est dans le monde du luxe, par exemple. On est tout le temps rabaissé. Le luxe, c'est un jour tu es Dieu, un jour tu es rien. Un jour, un groupe important, un LVMH ou un Kering va te prendre dans les bras. C'était fantastique, fantastique. Et le lendemain, tu peux être limogé. Parce qu'ils ont pris quelqu'un d'autre. Ouais. Et ils t'expliquent que tu fais partie de la famille. Mais c'est pas vrai. C'est une pièce de théâtre.
Donc il faut accepter ça. C'est arrivé que tu te rates sur des OP comme ça? Je me suis jamais raté. À une époque, je prenais trop d'opérations. Ouais. Et j'étais un peu moins bon, mais ça arrive, c'est de la fatigue. Mais aujourd'hui, je sais que je suis bon et je sais que je connais le pouvoir que ça peut faire. C'est un challenge à chaque fois. Alors toi qui es cuisinier, qui prend en plus soin de toi, aussi bien physiquement que mentalement, etc., pour les quadras qui nous écoutent et nous regardent, qui sont un peu dans mon cas, c'est-à-dire qui font pas spécialement attention à la façon dont ils bouffent, la façon dont ils vivent, qui n'ont rien de spirituel, enfin bon voilà, t'as compris, je suis un peu la caricature. Quel conseil tu donnerais pour au moins essayer de trouver une hygiène un peu sympa, prendre soin de ça, prendre soin de tout soi, tout en prenant plaisir? En fait, faut être cool. Pour la première chose, pas se prendre la tête. Faut vraiment prendre des bonnes habitudes. Manger du cru, des œufs durs, des légumes, des avocats, des bonnes huiles, faire de la bonne viande, faire des choses intelligentes, faire un peu de sport, bien dormir. Conseil nutrition, tu parles? Ouais, conseil nutrition. Conseil nutrition, c'est... Conseil sommeil, j'ai compris qu'il fallait bien dormir. Ça fait 2 fois que la tu base. le dis. Donc... Ah, mais c'est très important. Ouais. Parce que ça vient de là. Je dormais 4-5 heures par nuit. Ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Et conseil nutrition? Nutrition, manger du cru. Quand on ne sait pas. Beaucoup de légumes. Des choses rôties, des choses, des bonnes protéines, et des bons assaisonnements. Puis en fait, en soi, quand on y réfléchit, c'est pas compliqué. C'est du basique. En fait, on le sait, mais on le fait pas. Mais ouais, mais je te dis, je suis l'exemple type. Tu vois. Et le cardiologue, il m'a dit, il faut faire baisser le cholestérol parce que j'ai un taux de cholestérol, je n'explique même pas, ça va exploser. Ouais. Je me suis affiché dans la cuisine qu'il faudrait que je mange, etc. Mais tu peux être sûr que je vais te faire 2 jours et je vais craquer, quoi. En fait, c'est très simple. Tu vas pas au sport. Tu vas pas au sport. En fait, il faut que tu ailles au sport. En fait, il faut créer, il y a entre 21 et 66 jours pour créer une nouvelle habitude. C'est-à-dire que tu vas au sport, tu restes 20 minutes, tu fais un peu d'abdos, 2-3 machines, t'arrêtes. Tu te dis, j'y vais 2 fois par semaine. Après, tu vas 3 fois par semaine. Après, tu fais 25 à 35 minutes. Au bout d'un moment, tu crées un rendez-vous pour toi. Tu écoutes des podcasts. Je peux t'en donner des bons. Ouais. Et avec la nourriture, tu te dis, ok, bon maintenant, pas de soda, pas de friture, cool, j'évite l'alcool et je me kiffe le week-end. C'est-à-dire le week-end, je kiffe, je mange des frites, je mange ce que je veux. Ouais, je peux me faire un bon resto. Mais du lundi au vendredi, voilà, du lundi, je suis important, je vais faire petit à petit, je fais ce que je peux, pas de produits transformés, tout ça. Et au fur et à mesure, au bout des semaines et des semaines, eh ben, tu vas changer ton cap et tu auras des effets et des résultats. Et surtout qu'en fait, comme on en parlait tous les deux, comme tu dis, il n'y a pas besoin de bouffer du caviar pour être sublimé. Avec des tomates, tu peux le faire en fait. Fais des choses simples. En fait, aujourd'hui, tu es dans un Franprix et tu manges il y a des produits, tu vas prendre des meilleurs produits en fait. Pas de produits transformés, du simple. Et c'est important de faire attention à ça quand on a passé la quarantaine? Bah ouais, parce que déjà, on met plus de temps à éliminer. On perd quand même 1% de masse musculaire tous les ans. Ouais. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Tu vois, c'est pas rien. Non, en fait, faut faire gaffe. Voilà, on a kiffé. En fait, en gros, la récréation est terminée, Camille. C'est fini. C'est la première fois que je me fais engueuler dans mon podcast. Non, mais en fait, je me dis, on a kiffé, c'était génial. Ouais. Mais j'aime bien la métaphore de la récréation. Je me dis, on a 20 ans devant nous, là. Ouais. On a 20 ans. Et les meilleurs. Oui, c'est ça. C'est surtout les meilleurs. Donc je me dis, allez, on va kiffer, on va les faire bien. J'ai l'impression que tu la kiffes, ta quarantaine. Ouais, je suis tellement libéré. Ouais. Ça fait tellement de bien. Donc autant le faire bien, autant que le chemin soit au top. Bon, bah pour la peine, tu vas passer sur le grill des quadras comme tout le monde. 5 questions rapides sur les souvenirs. Tu réponds en un mot, en plus, si tu as besoin de le dire en plus. Le goût d'un bonbon de ton enfance qui te manque. Le carambar. Le carambar? Ah ouais. Celui qui éclate les dents. Ouais, il éclate les dents. Ça, c'est vrai, je peux plus en manger. Mais le carambar, c'est des souvenirs de gosse. Ouais. Bon, après, t'en as encore aujourd'hui des carambars. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le même goût. Non, mais il y avait on n'avait pas autant de choses, en fait. Non. C'était les bonbons il y avait les tagada, les bananes dans les boulangeries à l'époque. Ah oui, t'achetais pour aller... Moi, j'avais même le boulanger qui venait dans le hameau avec la camionnette Citroën, là. C'était génial. L'émission de ton enfance qui a disparu et qui te manque. Vidéo gag. Ah ouais. Alors, tiens, personne nous l'a dit jusqu'à maintenant. Ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, c'est mon meilleur ami, Bernard Montiel. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est que t'es la seule... J'ai regardé Vidéo gag et MacGyver.
C'était le dimanche, parce que c'était le seul jour où on avait le droit. Et il y a un truc qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Et c'était lui qui m'apportait beaucoup de bonheur, parce que la télé, c'était... Tu lui as dit ça ? Oui, il le sait. Il le sait. Comment il s'appelait son chien dans Vidéo Gag ? Farouk. C'était l'amour de sa vie. Ah bah oui, il le dit encore aujourd'hui, il dit qu'il s'en est toujours parmi. Alors. Non, mais c'est vrai. Mais je peux le comprendre, moi quand je perdrai ma chienne, de dire je vais mettre du temps à m'en remettre. Donc je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que Vidéo Gag, c'était bien. C'était génial, hein. Ouais. C'est top. C'était bien. Un truc que disaient tes parents ou tes grands-parents qui te saoulait, mais que t'appliques quand même malgré toi aujourd'hui. Je sais pas. Bon, pourtant ton grand-père, il a dû t'en dire. Hein. Il était tellement dur. Il est dur. Qu'est-ce qu'il était dur. Alors c'était une plaque de beurre. Son cœur, c'est une plaque de beurre. Oui. Mais tellement dur. Non, il n'avait pas de formulation. Hein. C'était droit au but. C'était violent. Ouais. J'ai pris 2 gifles dans ma vie. Par lui, et je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais. Non, je sais pas. C'est pas grave. Un adjectif pour qualifier la génération Z, les 20-30 ans. Ben moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est dans les salles de sport, ils se filment. Ils se mettent un trépied avec une caméra. Je n'arrive pas à comprendre. Bah, narcissique. Narcissique. Ouais. Bah ouais, c'est... Mais je me suis souvent fait la réflexion. Moi, je ne serais... Par exemple, moi, je pense être bien plus musclé qu'eux. Je n'arriverais pas à pouvoir faire ça. Ouais. Qu'un coach de sport le fasse le matin quand la salle est vide. Ah, pour me donner des cours. C'est génial. Mais ils n'ont pas la notion... C'est du narcissisme. Ouais. Ils n'ont pas honte. La salle est pleine. Il n'y a pas assez de machines pour tout le monde. On doit tourner. C'est pas le problème. Mais ils mettent le trépied au milieu de la salle et ce film, je n'arrive pas à comprendre. Bah, surtout moi, j'irais la gêne. Ça, tu vois, ça donne l'impression qu'ils font pas du sport pour faire du sport, mais ils font du sport pour le montrer. Mais je comprends pas. On en parlait. Ils ont 3 abdos. Mais oui. Ils ressemblent souvent pas à grand-chose. Et ils n'ont pas cette notion de gêne et de savoir-vivre, de savoir-être, en fait. À la limite, ce serait plus drôle si c'est moi qui le faisais. Tu vois. Oui, ça me ferait rire. Mais tu vois, c'est marrant, on parlait avec Yanis Dargaud que j'ai reçu, qui a écrit un livre sur le voyage, etc. Et pareil, il me disait que y a des gens aujourd'hui qui voyagent plus pour voyager, ils voyagent pour le montrer, quoi. En fait, je crois qu'il y a un mot, Camille, il y a un mot, tu sais, qui signifie, en fait, tu vis pas le moment, mais tu es à côté du moment. Mmh. En fait, il y a des moments magiques. Il y a des couchers de soleil. Pose ton téléphone. Profite. C'est beau. Non, ils regardent leur téléphone. Et pour faire des vidéos qu'ils ne regarderont même plus. Ouais. Oui, en plus. Parce que tu sais très bien, parce que la réalité, on fait des photos, des vidéos, on ne les regarde jamais. Bah non. Jamais. La vérité. Enfin, moi, je ne le vois plus. Ouais. Je suis content d'avoir fait quelques photos, mais ça s'arrête là. Ouais. Tu te voyais faire quoi quand tu étais petit à 40 ans ? Moi, j'avais 2 passions. Je voulais être joaillier. Ouais, c'est cette notion de sublimer, en fait. C'est sublimer, c'est d'avoir quelque chose et de pouvoir le sublimer. Donc j'hésitais entre cuisinier ou joaillier. J'étais passionné par ça. Et puis j'ai une passion qui me dévore, c'est l'archéologie. D'accord. Ah, je suis fan de ça. Fan de l'histoire romaine et de tous les empereurs romains. À 60 ans à ta retraite, on va te retrouver en train de creuser. Ouais, voilà, bien là. Merci beaucoup, Merci Valentin. beaucoup, Camille. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci pour ta générosité. Merci pour ton authenticité. Je rappelle donc que ton livre Du potager familial aux tables d'exception est sorti aux éditions Fayard. J'invite les gens à le lire. Vraiment, tu me l'as offert, donc j'en témoigne. Et ton histoire, c'est surtout une preuve vivante que après l'obscurité, il y a de la lumière. Merci Camille. Beaucoup, Valentin. Merci beaucoup, les Quadras. Merci à ceux qui continuent à suivre, à ceux qui s'abonnent, à ceux qui likent, à ceux qui commentent. Vraiment, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus. Parce que c'est grâce à vous que Quadra existe. Merci encore, Valentin. Merci Camille. Merci les Quadras. À bientôt.